Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 17 novembre 2024. En attendant sa prise de fonction officielle, le nouveau président américain élu le 5 novembre dernier forme déjà son équipe. Les élections américaines sont toujours à la une de l'actualité mondiale. Des élections qui ont été suivies par près de 600 observateurs déployés dans le pays par diverses organisations. L'ambassadeur Francis Gabriel Oke en fait partie. L'expert électoral a suivi le processus ayant abouti à l'élection de Donald Trump, un moment donc de vécu de pratiques démocratiques, mais quelle leçon l'Afrique? Et précisément, le Bénin peut-il tirer de cette élection? L'ancien chef de la division assistance électorale nous le dira. Les professions d'architecte et urbaniste exercées illégalement au Bénin, l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin a donné l'alerte. Alors comment est-ce que ces personnes arrivent-elles à avoir de clients pour exercer une activité dont elles n'ont pas la qualité ni le profil, et quels sont les risques auxquels sont exposés la population avec l'ampleur de cette situation? Éclairage avec Michel Sama, secrétaire aux affaires juridiques de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. Stéphane Ahinrossou est analyste politique, rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. C'est notre invité à média. Avec lui, nous ferons le tour d'horizon de l'actualité nationale juste après la revue de presse hebdomadaire de Assiomo Kani Assiongo. Mesdames et messieurs, bonne arrivée. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon passe à l'action après la promesse faite aux populations des arrondissements de Pénésoulou, Aledjo et Séméré. Les travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon qui relie ces trois localités ont été officiellement lancés par le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale. On en parle dans un instant avec Teddy Goudalo. On parlera également de la mise en service d'un centre de secours des sapeurs-pompiers à Covey. La base a été inaugurée au grand bonheur des populations et autorités de la ville. Un dispositif pour renforcer la promptitude des interventions des soldats du feu. Images et reportages à suivre également le point de la cérémonie de remise de kits scolaires aux écoliers et écolières des écoles primaires publiques d'Adiawere et de Pobé. C'est un geste de la nouvelle cimenterie du Bénin, une action qui est à sa 3e édition au profit de ces apprenants. Les infos pour ouvrir le grand format, c'était une promesse du président Patrice Talon aux populations des arrondissements de Pénésoulou, Aledjo et Séméré. L'aménagement et le bitumage du tronçon qui relie ces trois localités sont désormais choses effectives. Les travaux démarrés depuis septembre dernier rassurent davantage les populations qui ont exprimé toute leur satisfaction. Ablaye Biochane, ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, et toute sa délégation ont procédé au lancement officiel des travaux. On fait le point avec Teddy Goudalo. Autrefois source de plusieurs accidents de circulation suivis de pertes en vies humaines, la route Pénésoulou Aledjo Séméré dans la Donga va bientôt changer de visage pour soulager les peines des populations. Avant, pour pratiquer la voie, c'est difficile. La voie n'est pas praticable. Il y a des trous partout. Les ponts aussi ne sont pas bien positionnés. Maintenant, on est fiers pour notre bitumage là. Merci beaucoup pour Talon. On est fiers de lui. Les travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Pénésoulou Aledjo Séméré, 44 km, et la bretelle Aledjo à Karadé, frontière Togo, 6 km, ont démarré depuis le 16 septembre dernier et vont durer 24 mois. Les réalisations comprennent notamment la construction de la chaussée, des ouvrages d'assainissement, les travaux de signalisation, les aménagements connexes et bien d'autres. En tant que première autorité de la commune de Bassila, nous mesurons toute la portée de cette réalisation pour la transformation structurelle de notre économie locale et pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. La cérémonie de ce jour, consacrant le lancement de la réalisation du bitumage de la route de la paix, reste pour nous un moment de délivrance. La population de Waké en général et de Séméré particulièrement saura s'en souvenir
en temps opportun. Pour un coût global de près de 52 milliards de francs CFA, la réalisation de la route Péné-Soulou à Lédio-Séméré et la bretelle à Lédio-Akaradé va conjuguer au passé les mauvais souvenirs longtemps gravés. Il a dit, je vais la faire. Si je ne la fais pas, alors c'est votre fils qui sera responsable. Si je la fais, il en sera responsable. Parce que là où on va trouver de l'argent, il sait. Je voudrais, au premier plan, féliciter le président Boula Biotchane et dire merci au président Patrice Talon. Le développement, c'est l'affaire de tous. Ça n'a pas de couleur. J'étais là quand il est venu et il savait que ça va peut-être prendre du temps, mais qu'au dernier moment, ça va se faire. Je crois que c'est maintenant, plus que jamais, que c'est en train de se réaliser. Et je suis fier, en tant que fils de Sémérin, du Bénin, de notre président. La route de la paix, c'est aussi le pont de Kara, où des dizaines d'individus habitant Séméraire ou Alédio ont perdu la vie. À chaque saison de pluie, c'est avec anxiété que les populations se demandent comment ça va se terminer. Eh bien, à partir de maintenant, parce que le démarrage de la route facilite déjà un certain nombre de choses, à partir de maintenant, il n'y aura plus cette anxiété, il n'y aura plus de morts sur la route de la paix. QGMI, c'est l'entreprise en charge des travaux. Le groupement du Bureau d'études ingénieurs conseil est mandaté par le ministère en charge du cadre de vie à travers la CIRAT pour assurer le contrôle et la surveillance des travaux. Je vous en parlais il y a quelques minutes. Un centre de secours des sapeurs-pompiers désormais opérationnel à Kové. La base a été inaugurée au grand bonheur des populations et autorités de la ville ainsi que du département. C'est le deuxième centre pour le compte du département du Zou qui va permettre désormais de réduire le temps d'intervention des soldats du feu en cas de sollicitation. Les précisions sont avec Imet Elena Moussou. Deuxième du Zou et 26e au plan national, le centre de secours des sapeurs-pompiers d'Agonli est désormais opérationnel. La mise en service et l'inauguration de la base a eu lieu en présence d'un parterre d'invités ainsi que des personnalités politico-administratives. Avec cette ouverture, une étape de plus vient d'être franchie vers l'objectif de rapprocher les secours des populations et donc réduire les délais d'intervention des sapeurs-pompiers. Parce que face aux urgences, chaque minute compte. Le centre de secours de Kobe contribuera à augmenter notre efficacité et incarnera un peu plus notre engagement à garantir chaque jour de façon pragmatique la délivrance des secours prompts aux victimes de diverses situations et aux personnes en général en détresse. Il me plaît de saisir l'opportunité qui m'est donnée pour témoigner la gratitude des sapeurs-pompiers à la remarquable contribution de Monsieur le maire. Quel dommage matériel n'avons-nous pas subi du fait de cet éloignement de la base des sapeurs-pompiers situés à Boycon. Aujourd'hui, celui d'être comblé, cette injustice est réparée. Nous pouvons nous en réjouir et avoir le courage de dire que tous ces mots, tous ces souvenirs seront désormais conjugués au passé. Au-delà des communes de Kove, Zanyanadou et Wenri, les interventions de ce centre vont aussi couvrir les localités de Zako, Tazogodome, ainsi que la commune de Ketou dans le plateau. Malgré l'insuffisance des moyens mis à la disposition des soldats du feu, affectés en ces lieux pour accomplir le spectre des missions qui leur sont dévolues, ces derniers sont appelés à ne pas tromper l'espérance des victimes. Les autorités, de même que les anciens hors rang qui observent et tiennent à l'héritage qu'ils ont laissé. Toutefois, ils peuvent compter sur l'accompagnement du maire de la ville ainsi que les autorités au plus haut niveau. Je prends l'engagement au nom du conseil communal de Kové et donc au nom des populations bénéficiaires à travailler avec les agents affectés ici pour l'atteinte des objectifs fixés par l'État. Il n'y a jamais un sans deux. Ce centre est déjà un acquis. Le 2 que je voudrais demander, il s'agit de la création du commissariat d'arrondissement de Naougon pour renforcer le maillage sécuritaire sur notre territoire. Enfin, population de Kové, environ, chers parents, vous pouvez désormais vous réjouir
de disposer 24 heures sur 24 heures des services de ce centre de secours, dont l'absence dans la région n'a que trop duré, et toutes les dispositions seront prises pour qu'il y ait d'autres centres dans les mois à venir. Je vous invite donc à y faire recours constamment et utilement, et voudrais vous exhorter, chères populations, à accompagner le personnel dans l'accomplissement de ces missions. Outre le 118 ou le 166, un autre numéro est disponible pour contacter et bénéficier des services de ce centre. Il s'agit du 47 91 91 91. Les populations, notamment celles de la région Agoni, sont appelées à le mémoriser. On en vient maintenant à cette triste nouvelle dans le monde des artistes. Une grosse perte sans doute pour le Bénin. Pierre Dassabouté nous a quittés à l'âge de 76 ans. Artiste chanteur, auteur de plusieurs titres à succès, dont celui qui est le plus connu, Le Message, né vers 1948 à Pouya, Anatitengo. Pierre Dassabouté est bien plus qu'un musicien qui s'est distingué de par son style unique. La rédaction de 43 Bénin a recueilli pour vous par appel téléphonique la réaction de l'un des amis proches de l'artiste. On va l'écouter. Je sais qu'il est malade depuis quelques jours, depuis quelques mois même. Et je lui rendais visite et puis on parle au téléphone, etc. Et hier, j'ai été là. J'ai appelé, ça n'a pas marché. J'ai écrit, ça n'a pas marché. Et je suis retourné ce matin. Je disais que ce n'est pas des habitudes de Dassabouté Pierre, surtout quand Gaston écrit, il réagit immédiatement. Donc, ça a commencé par m'inquiéter, quoi. Il dit ça. Il faut que j'aille encore pour voir. Donc ce matin, je suis rentré, j'ai trouvé madame au milieu des premières femmes qui sont arrivées. J'ai dit, ce du corps n'est pas bon. C'est comme ça que j'ai vécu le départ de mon grand frère Dassabouté. On était toujours ensemble. Je vais dire au passage qu'on a créé et animé une association qu'on a dénommée Dynamique. Puis une veille citoyenne depuis 2016. On était vraiment ensemble, on échangeait. C'est une grosse perte pour, j'allais dire, pour nous, les amis, les jeunes frères proches, les parents proches, les Nantais, de l'Atakura, du Bénin, de tout le Bénin, même à l'international. C'est un artiste, bon, c'est que je vais exagérer. Vous allez croire que j'exagère en disant hors pair, c'est parce que lui, l'artiste qui, il faut faire connaître la valeur culturelle de son terroir, de son peuple, de son milieu, etc. Dassabouté l'a fait. Autre sujet à présent, le ministère de la Justice et de la Législation renforce son effectif. Un concours de recrutement de 146 fonctionnaires d'État, dont 100 greffiers et 7 personnes en situation de handicap au profit de ce département ministériel a été organisé ce samedi sur l'ensemble du territoire national. C'est le CEJE Bégamé, ici à Cotonou, qui a abrité le lancement officiel des épreuves. Reportage. 7h43. Arrivée de la ministre du Travail et de la Fonction publique dans l'enceinte du CEJ Bégamé. 10 minutes plus tard, fait son entrée le ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux. À 8h exactement, les épreuves sont lancées, suivant le protocole en la matière. Vous travaillez sereinement. On va vous dire bon courage. Au titre des candidatures à ce concours, nous avons enregistré au total 2725 candidats, dont 1035 femmes. Pourquoi le recrutement, vous le savez, c'est pour le renforcement des capacités du ministère de la Justice. Alors, nous sommes sur 2 initiatives au ministère de la Justice. Non seulement le redimensionnement du personnel pour pouvoir couvrir la carte judiciaire et donc pouvoir fournir du personnel dans tous les tribunaux qui sont organisés par la loi sur l'organisation judiciaire au Bénin. Et nous sommes sur une initiative de modernisation qui permet de prendre en compte des personnels d'un profil ou d'une technique particulière ou d'une compétence particulière pour pouvoir, notamment sur les aspects digitalisation et modernisation de la justice, avoir les profils et les compétences qu'il faut. Après le lancement officiel du concours, les ministres font le tour de quelques salles de composition pour s'assurer que le démarrage des épreuves est effectif. Les candidats au poste de greffier
D'analystes, programmeurs et d'élèves attachés des services judiciaires composent en culture générale, droit pénal et études de cas et droit administratif. Ce recrutement portera à 754 le nombre d'agents mis à la disposition du ministère de la Justice et de la législation par l'État depuis 2016. Dans le reste de l'actualité à présent, la commission thématique genre, affaires sociales et participation de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB a tenu sa deuxième session au titre de l'année 2024. La rencontre a eu lieu les 12 et 13 novembre dernier. L'activité s'est déroulée à la mairie de Rouillogbe sur le thème démarche de promotion du leadership féminin à l'occasion des prochaines élections communales au Bénin. Luc Setondji Atropo a présidé la cérémonie d'ouverture de la session reportage. Peut-être pas le passer à tort. La deuxième session de la commission thématique genre, affaires sociales et participation de l'Association nationale des communes du Bénin s'achève. Les membres viennent d'effectuer 2 jours de travaux autour de la question de la promotion de la gente féminine. L'objectif de la session est de proposer une démarche globale de promotion du leadership féminin à l'occasion des prochaines élections communales au Bénin. Comme vous le savez déjà, nous avons les élections générales en 2026 et la NCB s'est dit, nous avons encore quelques mois devant nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est vrai que beaucoup de choses sont faites, mais il faut quand même travailler avec le réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, pour mieux préparer les élections. Nous les femmes, nous oublions peut-être de prendre la mesure de ces choses-là. Et c'est le moment pour nous, que ce soit OSC, société civile, responsable de parti, de nous les rappeler chaque fois et d'amener les dirigeants des partis politiques à respecter ce qui est écrit dans les textes des partis. Bien que s'observe une amélioration du taux de représentativité des femmes au sein des conseils communaux, il reste à faire, d'où l'appel lancé par le président de l'ANCB. Mesdames et messieurs, l'amélioration du leadership féminin au niveau local, notamment en ce qui concerne les fonctions techniques et administratives, ne doit pas nous faire oublier que plus d'une trentaine de conseils communaux fonctionnent aujourd'hui sans aucune femme en leur sein. C'est une réalité qui ne cadre plus avec la nécessité, aussi bien au niveau local que national. Dans la perspective des élections générales de 2026, plusieurs recommandations sont faites dans le cadre de ces assises. Éducation à présent pour la suite de cette édition après 3 années consécutives. La nouvelle cimenterie du Bénin rédite l'exploit quant à la distribution de kits scolaires aux apprenants. Cette fois-ci, plus de 12 000 kits ont été offerts aux apprenants des communes d'Adiawere et de Pobé. Une distribution complétée par la remise de cassants, tables et bancs au profit de 3 écoles primaires. Reportage. Soulager les familles vulnérables et encourager la scolarisation des enfants. Tel est l'objectif visé par la nouvelle cimenterie du Bénin, Nocibé, en organisant la distribution de plus de 12 000 kits scolaires au profit des apprenants des communes de Pobé et d'Adiawere. Cette initiative, qui est à sa 4e édition, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité sociétale de cette entreprise et se révèle être un véritable soutien à l'éducation béninoise. De 5 000 enfants bénéficiaires de kits scolaires en 2021, nous sommes actuellement à plus de 12 000 enfants qui recevront leur fourniture et manuels scolaires, soit une augmentation de 7 000 enfants. Le nombre d'écoles est aussi passé de 28 à 35. En plus des fournitures scolaires complètes pour les bénéficiaires, des vêtements scolaires pour les enfants nouvellement inscrits à l'école, des blouses de travail pour le personnel enseignant, le président directeur général de la nouvelle cimenterie du Bénin fait encore don de l'intégralité des frais de scolarité à tous les élèves des collèges de Massé, d'Abadago et d'Issaba.
Depuis que la nouvelle cimenterie du Bénin a commencé par offrir les fournitures scolaires et prendre en charge les frais de scolarité, il est aisé de constater que le taux de scolarisation et de rétention des enfants à l'école s'est nettement amélioré. En plus de ces kits scolaires, la nouvelle cimenterie du Bénin a fait don d'un lot de 400 tables et bancs au profit de 3 écoles primaires. Des actions fortement saluées par les apprenants, les parents et les autorités politico-administratives. Vous venez ainsi de libérer toute une génération parce qu'il y a des gens, à cause de ces moyens, pouvaient déjà abandonner l'école. Merci à vous pour ces actions salvatrices. Permettez-moi de rendre hommage à un homme exceptionnel. Il s'agit du président directeur général de la NOCIBE, M. Lafayette Layous, qui contribue à résoudre le problème de chômage des jeunes à travers des emplois décents, directs et indirects. À cela s'ajoutent les multiples actions sociales dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la sécurité. À travers ces dons de kits scolaires, de mobilier scolaire et la construction de nombreuses salles de classe, la nouvelle cimenterie du Bénin, NOCIBE, symbolise aux côtés du gouvernement son engagement en faveur de l'éducation et du développement des jeunes béninois. Actualité hors du Bénin à présent, les Sénégalais sont aux urnes ce dimanche 17 novembre pour des élections législatives anticipées, 2 mois après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République du Sénégal. Quelques 7 millions d'électeurs sont appelés à élire les nouveaux députés pour la prochaine mandature du Parlement. La commission de la CEDEAO qui a déployé des observateurs dans les différentes circonscriptions électorales du pays suit de près ces élections. Correspondance Christian Dandédian. Pour ces législatives anticipées, ils sont plus de 7,3 millions d'électeurs convoqués dans les urnes pour départager les 41 listes de partis et coalitions de partis politiques en compétition. Dans ce centre de vote de Dakar, comme partout ailleurs sur le territoire, les opérations sont placées sous la surveillance des forces de sécurité. Je me presse de voter pour ne pas faire la queue qui va être longue et pénible pour moi. Donc je suis venu tôt à pied et je retourne à mes activités de retraité. Si on se déplace pour faire un devoir civique, c'est qu'on se sent bien. Et on joue le rôle de tout citoyen. Maintenant, la démocratie fera le reste. Contrôle d'identité, choix des bulletins. Dans l'urne, les électeurs doivent décider s'ils confient ou non la majorité des sièges du Parlement au nouveau régime de Dakar qui souhaite avoir les mains libres pour dérouler son programme de société. À l'ouverture des bureaux à 8 heures locales, les premiers votants ressortent satisfaits d'avoir accompli leur devoir. Je viens de voter et j'ai fait mon devoir civique. Je me sens très bien parce que tout est calme et ça s'est très bien passé. Mon souhait, c'est que le meilleur gagne. Le choix est déjà fait et j'attends les résultats ce soir en espérant que la balance penchera vers le choix que j'ai fait. Et pour que le Sénégal puisse continuer à travailler pour ces populations-là. Ce scrutin aux enjeux élevés se tient 8 mois après la présidentielle qui a porté au pouvoir le duo Faye-Sonko. En septembre 2024, le président de la République avait dissous le Parlement issu des élections de 2022, ouvrant ainsi la voie à ces législatives anticipées. Déployés dans plusieurs départements du pays, les observateurs de la CEDEAO restent attentifs au déroulement du scrutin. Le chef de la mission apprécie les premières heures des opérations de vote. Nous sommes très impressionnés par la manière dont le vote se déroule présentement. Nous sommes allés dans quelques centres de vote et nous nous sommes rendus compte que les choses se déroulent quand même de façon très escomptée. Les gens sont très calmes. Nous sommes aussi bien impressionnés par la quiétude actuellement qui est en train de sévir dans le vote. Les queues sont en train de se faire de façon donc très adéquate. Les bureaux de vote se déroulent normalement. Nous nous rendons compte qu'il y a en moyenne quelque chose comme 500 et quelques votants pratiquement dans chaque bureau de vote. Donc les choses se passent exactement comme escompté. Peut-être que d'ici la fin de la journée, on aura peut-être la situation globale pour savoir exactement ce qui se passe. Les opérations de vote se déroulent dans 53 circonscriptions électorales correspondant aux 45 départements du Sénégal auxquels s'ajoutent 8 circonscriptions de la diaspora. Au quartier général de la CEDEAO à Dakar, une salle de situation est installée
pour le suivi du scrutin. Les bureaux de vote ouverts à 8h, ferment à 18h. Et c'est sur ces images qui nous viennent de Dakar que prend fin donc le point de l'actualité. Nous entamons ici la deuxième partie du grand format avec la page invitée. L'élection présidentielle aux États-Unis reste toujours d'actualité. Nous en parlons ce dimanche avec un expert électoral qui était sur place pour observer le déroulement du processus électoral. Il s'agit de son Excellence Francis Gabriel Oké. La montée des prix de certains produits de grande consommation préoccupe les consommateurs béninois. En parcourant la toile, le sujet tient le haut du pavé et les regards sont focalisés sur l'huile végétale. Vendue à 1200 francs CFA au début du mois de novembre, le litre de l'huile d'arachide est passé à 1600 francs CFA et plus à la date d'aujourd'hui. Les internautes consommateurs crient leur ras-le-bol. C'est la galère totale pour les ménagères, les restauratrices et tous ceux qui sont dans la gastronomie. Sur Facebook, WhatsApp, les internautes commentent la situation. Sommes-nous obligés de consommer ces huiles sur le marché, dont les pays d'origine, s'ils sont connus, n'en consomment pas? Revenons à nos huiles du terroir qui ont fait que nos grands-parents, à l'âge de 90 ans, pouvaient encore lire sans verre. C'est nous-mêmes. Alors que l'arachide a baissé de prix, cela ne s'explique pas. On veut tout mettre sur le dos du gouvernement. Le gouvernement doit revoir les taxes douanières, sinon on verra le pire dans ce pays. Consommons local, c'est le protectionnisme. C'est le local qui gagne. Ça va nous apprendre à consommer nos produits afin d'exciter les producteurs locaux. La hausse des prix n'est pas une fatalité. Des solutions locales existent. Soutenez l'accès aux produits locaux. Il est temps de créer des industries à la GDIZ pour le raffinage des noix de palme. Les réactions des internautes sur la politique à présent. Plusieurs partis et mouvements politiques de l'opposition se sont réunis ce dimanche 10 novembre 2024 à Béné Royal Hotel de Cotonou pour mettre en place leur cadre officiel de concertation. Ce cadre se veut un creuset de réflexion, de propositions d'idées et d'actions pour la restauration de la démocratie, de l'état de droit et des libertés fondamentales. Cette actualité n'a pas laissé indifférents les populations sur la toile. L'ancien député Rachid Igbadamassi a estimé que cette entreprise de l'opposition est une violation des règles électorales et de la charte des partis politiques. Les objectifs de ce creuset informel, indique-t-il, sont déjà voués à l'échec, car selon lui, il s'agit là d'une stratégie biaisée, véritable terrain fertile pour des dérives politiques porteuses de violence électorale. D'autres internautes ont également réagi sur le sujet. C'est une très belle initiative. Au lieu que l'opposition peaufine sa stratégie pour aller aux élections prochaines en 2026, c'est sur le départ de Talon qu'il s'attarde. À vous à qui il se présente comme alternative à Talon en 2026, j'espère que vous leur posez la question de savoir ce qu'ils vous proposent. Quand on dit qu'on va rétablir la démocratie, alors même que le chef du parti Les Démocrates avait traité de Nescafé la démocratie béninoise, on se doit de poser plusieurs questions. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une vraie union, solide et sincère, qui dépasse nos divergences et rassemble toutes les forces vives de la nation. Face au régime actuel, nous savons que le président en place se distingue par une cohérence d'action et une fermeté qui laisse peu de place aux autres. Autre actualité. Les Guépards affrontent les Super Eagles ce jeudi 14 novembre au stade Le Félicia Houphouët-Boigny d'Abidjan à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les internautes souhaitent massivement que les Guépards remportent ce duel. On a manqué les dernières CAN et tout ce dont on a envie, c'est de ne pas louper celle-ci. On a envie de voir de belles choses dans cette course à la qualification. Nous attendons la victoire. Je veux que mon pays gagne ce présent match. Allez les Guépards, nous sommes là pour vous supporter. Qu'ils évitent la peur contre l'équipe du Nigeria et se concentrent sur le travail. Bonne chance à vous tous. Autre actualité sous-régionale. Roselyne Layo a été sacrée Primude d'or 2024 lors de la prestigieuse cérémonie des prix internationaux
des musiques urbaines qui s'est tenue dans la nuit du 10 au 11 novembre 2024 au Parc des Expositions d'Abidjan. Avec ce titre, elle remporte la coquette somme de 20 millions de francs CFA. Cette 9e édition du Prix MUD, organisée par le célèbre producteur Mollard, a une fois de plus mis en lumière le talent de la musique ivoirienne et africaine. Les récompenses ont été nombreuses et ont distingué des artistes dans divers genres musicaux. Parmi les lauréats, le Béninois Axel Merrill, sacré meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest, et Richard Flash, qui est reparti avec un prix de reconnaissance. Sur Facebook, l'artiste a remercié ses fans. L'Agence de développement des arts et de la culture a félicité chaleureusement tous les artistes béninois nominés pour cette édition 2024 du Prix MUD. Cet événement a mis en lumière des talents de notre nation et renforcé la visibilité de la musique béninoise sur la scène internationale. Retour sur le plateau du grand format pour parler des élections américaines qui consacrent le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. 546 observateurs électoraux étaient aux États-Unis pour suivre le déroulement de ce scrutin qui était très attendu. Il était aussi sur place avec ses plus de 20 ans d'expérience en la matière et à son retour au pays, c'est le grand format qui l'accueille. Ambassadeur Francis Gabriel Oké, bonjour. Bonjour. Alors vous avez observé cette élection pendant plusieurs jours. Donc vous êtes également un habitué donc, de cet exercice démocratique pour avoir été chef de la division assistance électorale de la CEDEAO pendant plus de 20 ans. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors quel profil ou expérience faut-il avoir pour observer les élections aux États-Unis? Merci pour cette question. D'abord, aux États-Unis, ils ne parlent pas en termes d'observateurs. Ils parlent de témoins du processus électoral. Donc ça, c'est une nuance qu'il faut relever d'abord, avant toute chose. Ensuite, je voudrais dire que parler de profil, c'est peut-être trop dit parce qu'en 2008, on pouvait parler de profil parce qu'on était 100 experts du monde qui avaient été sélectionnés. Mais cette fois-ci, il y a eu une publication de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et tous ceux qui étaient intéressés pouvaient s'inscrire pour aller observer ou pour aller être témoin du processus électoral aux États-Unis, mais il fallait payer $1 800 pour s'inscrire et demander un visa. Et dès qu'on vous approuve, le visa vous est accordé, vous prenez en charge totalement. Maintenant, il y a une autre catégorie de gens qui sont des professionnels ou des administrateurs des élections. Oui. Ceux-là sont pris en charge soit par des structures intéressées qui ont des budgets pour ce genre d'activité, et comme la fondation, les bureaux de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux dans nos pays et dans les pays africains, ils ont sponsorisé 2 à 3 personnes qui travaillent dans l'administration électorale et qui ont assisté à cet événement important dans le monde. D'accord, c'était, on va dire, une très belle expérience pour vous. C'est vrai que ce n'est pas pour la première fois que vous observez les élections aux États-Unis. Quel était votre mandat? Bon, notre mandat, c'était de venir témoigner du processus électoral, du processus électoral aux États-Unis, et surtout de venir profiter de l'expérience. Vous savez que les États-Unis ont une longue expérience démocratique, et de pouvoir bénéficier de cette expérience-là. Parce que quand vous participez à ce genre de processus aux États-Unis, vous vous étonnez de ce pourquoi nous nous battons dans nos pays. Parce qu'on perd le temps concrètement pour peu de choses. Au niveau des États-Unis, ils ont dépassé ça. Je prends un exemple. Quand vous battez campagne jusqu'à l'avant-veille des élections dans nos pays, vous devez arrêter la campagne. Aux États-Unis, vous pouvez battre campagne jusqu'au jour du scrutin, même aux alentours du bureau de vote. Ça ne gêne personne parce que il y a la confiance et ils savent que quel que soit ce qui va se passer, leur vote sera validé. Donc il y a beaucoup de choses. Même
ce qui m'a surpris cette fois-ci, même ceux qui n'ont pas pu s'inscrire sur la liste électorale se sont inscrits le jour du vote. Et ils peuvent voter, et leur vote est un vote provisoire qui est validé ensuite avant d'être compté. Donc, il y a beaucoup d'aspects que les Américains ont dépassés, sans compter le fait que chaque État a sa législation électorale. Donc, les États-Unis font de la divergence une force. Il y a 52 États, je pense, et chaque État a sa législation électorale, a sa façon de fonctionner pendant les élections, mais ce qui ne gêne pas les résultats issus du processus électoral. Donc, je pense que ça, c'est une leçon, et nous en Afrique, nous devons profiter de notre divergence pour avoir des résultats qui rassemblent tout le monde. D'accord. Plusieurs fois que vous êtes sollicité pour observer ces élections aux États-Unis. Cette fois-ci, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans le système électoral américain? Non, le système électoral américain, on ne peut pas dire que dans le fond, quelque chose a changé. Mais ce qui a changé, et que moi j'ai remarqué, c'est dans l'attitude des électeurs. Mais avant le jour des élections, vous avez appris, la majorité avait déjà voté. La majorité des gens avaient déjà voté par anticipation. Mais qu'est-ce qui a poussé à cette attitude? Bon, certains peuvent dire l'insécurité, ils avaient peur, mais beaucoup d'Américains ont manifesté leur vote avant le jour, ce que n'avaient pas remarqué les autres fois. Ensuite, quand dans nos pays, les votes par anticipation créent des problèmes, il n'y a pas de confiance, c'est un box qui est dehors, surveillé par des caméras, et le citoyen, il vote, et il s'en va, il a confiance. On nous montre un grand carton qui est dehors, et devant le bureau de vote, on dit oui, c'est là qu'on a conservé les votes par anticipation. Tout le monde était sidéré. Donc, moi, c'est ce qui m'a marqué. Sinon, fondamentalement, je ne vois pas ce qui a changé dans le processus électoral. Alors, dans les discours de campagne, nous avons assisté aux attaques entre les deux candidats. Donc, principalement, finalement, il y a eu des idées, les projets qui ont primé. Est-ce que ça fait partie de la vitalité de la démocratie? Exactement. Ça fait partie de la vitalité de la démocratie. Et il y a eu des attaques. Et même celui qui est élu, il a fait des erreurs à attaquer les hispaniques, mais il s'est entouré de spécialistes de campagne, de juristes, de spécialistes de médias, de beaucoup de spécialistes qui le corrigent chaque fois. Donc, les élections aujourd'hui, ce n'est plus du hasard, c'est du professionnalisme à tout point de vue, et à toutes les étapes, il faut savoir ce qu'il faut dire aux électeurs. Donc le président Trump, on le corrige chaque fois et il rectifie. Donc les attaques personnelles n'ont pas primé. C'est les idées. Et le président Trump a son dispositif à étudier ce qui touche directement la population américaine, ce qui impacte les questions qui sont d'actualité. Et ils ont préparé des solutions qu'ils ont proposées au peuple, et qui a convaincu le peuple, et le peuple a choisi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut des idées. Et quand on se prépare pour aller aux élections, il faut étudier le terrain, étudier les électeurs, étudier la situation du pays et savoir quel discours mener. Donc, il ne s'agit pas de passer le temps à se plaindre. Il faut étudier et apporter une solution. Tant que vous n'apportez pas de solution concrète, soyez comme nous autres, citoyens, simples citoyens. Mais si vous allez aux affaires, c'est que vous avez des solutions pour mieux faire. Alors, moi, je pense que c'est ce que Trump a utilisé. Et en tant qu'observateur, globalement, quelle lecture faites-vous justement du déroulement de ces élections? Non, mais le déroulement des élections se sont passés conformément aux tests des États-Unis. Donc, et conformément à la législation américaine. Au début, moi, on était inquiet parce que le président gagnant se disait que s'il ne gagnait pas, il menaçait. Donc, est-ce que c'est une stratégie? Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons
constaté que toutes les stratégies du président Trump ont marché. Donc, et il a gagné aussi bien les votes des grands électeurs, et il a gagné aussi les votes populaires. Donc, ce qui est rare. Et ce phénomène est arrivé une fois au 19e siècle sous le président Covellan, où il avait gagné aussi bien le vote, c'était en 1892, il a gagné aussi bien le vote des électeurs, le vote populaire, que le vote des grands électeurs. Au début, tout le monde pensait que, vu la façon dont le président Trump réagissait, que ça n'allait pas emporter. Et surtout les pays africains, on était tous inquiets. Mais, en fin de compte, il a étudié sa société, il a apporté des réponses. Même si, en prenant le pouvoir, il n'a pas concrètement réalisé ce qu'il voulait, mais il a convaincu avec les réponses qu'il avait apportées aux problèmes des citoyens américains en ce temps. Alors pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour la candidate démocrate? Bonne question. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour la candidate démocrate, qui avait quand même les atouts étant du parti au pouvoir? D'abord, première chose, c'est qu'il n'y avait pas les primaires. Elle n'avait pas été portée par les primaires. Deuxième chose, celui qui lui a cédé la place a mis du temps avant de lui céder la place. Donc, elle a eu une centaine de jours seulement de campagne. Quand le président Trump, lui, depuis 4 ans, depuis qu'il avait perdu, il se préparait. Et je pense que ça, c'est une leçon pour nos acteurs politiques. Il ne s'agit pas de perdre et de se confondre dans une opposition. Non, il vaut mieux se préparer. Plusieurs présidents français, ils ont perdu plusieurs fois avant de... Monsieur le président Mitterrand a perdu plusieurs fois avant de gagner. Donc, la perte d'une élection doit être le début des préparations pour la prochaine élection. Et c'est ce que Trump a fait. Depuis 4 ans, il étudiait en détail le processus. Il étudiait les erreurs des démocrates. Il y a une autre question importante. La question des avortements. C'est des questions qui touchent le social. Donc, la question des PD, et des homosexuels, ça, c'est des questions qui touchent la plupart des Américains. Et Trump a surfé sur tout ça pour gagner, pour contrecarrer les idées que défendait. Et aussi, vous savez, il est difficile d'être candidat. En même temps que c'est un avantage d'être le candidat d'un parti au pouvoir, c'est aussi un désavantage parce que vous devez défendre les erreurs où vous êtes comptable du bilan du parti au pouvoir. Donc, tout ça a milité contre la candidate Kamala. Et enfin, c'est une femme. Et c'est nous les Africains qu'on accuse que nous ne voulons pas être dirigés par des femmes, mais arrivé aux États-Unis, vous pouvez percevoir que une femme pour diriger, c'est pas pour aujourd'hui. Donc ça aussi, même des femmes dans les débats que nous avons suivis défendaient Trump. D'accord. Alors, en 2020, quand il avait perdu les élections face à Joe Biden, Donald Trump criait à la fraude, au trucage pour le faire échouer. Est-ce que la fraude électorale est possible aux États-Unis? Le système tel que nous, on l'a vu, il est difficile de frauder. Tout est électronique. Et dans un même bureau de vote, c'est là aussi une leçon que j'ai tirée. Dans un même bureau de vote, vous pouvez choisir de voter électroniquement ou de voter manuellement. Donc, la confiance au système est tellement renforcée que personne ne pense même aux fraudes. Trump, il le dit, pour moi c'était une stratégie de campagne, c'était une réaction par rapport à sa défaite en son temps. Mais personne ne se pose la question. Et si cette fois-ci, puisqu'il menaçait de fraude, et s'il n'avait pas gagné, qu'aurait-il fait? Donc, je pense que il y a des réactions qu'on peut avoir sous l'émotion, mais ils ont confiance en leur système et c'est ce qui est
important et c'est un système solide. Et justement, c'est ce qui, on va dire, détermine le taux de participation souvent aux élections. Lorsque les électeurs ont confiance donc, aux organisations ou aux organes donc, en charge de conduire les élections, cela augmente donc, le taux de participation à ces élections. Est-ce que c'est l'une des leçons qu'on doit tirer de ces élections américaines? Oui, je pense que c'est l'une des leçons. Il faut qu'on ait confiance à nos structures. Et il faut aussi que les organes qui organisent les élections aussi méritent la confiance. Oui. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et pour ça, nous avons, dans nos pays, nous avons un cadre électoral. Nous avons une constitution. Nous avons des documents qui cadrent, qui régulent notre processus électoral. Donc, toute personne et tout citoyen qui a la responsabilité d'organiser des élections doit toujours avoir ces documents comme boussole. Et dès que vous discutez, il fait référence aux articles qui fondent ces actions et qui fondent les décisions qu'il prend. Et chacun se plie. Ah ben si dans les tests qui régulent les élections, c'est prévu tel et tel, et qui prend les décisions conformément à ces tests, je ne pense pas que le perdant puisse avoir les moyens ou les arguments pour le contrecarrer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour mériter la confiance, il faut agir selon les tests qui régulent. Et chaque société, chaque État a ses tests. Et si vous êtes responsable, agissez par rapport aux tests et vous êtes quitte. Alors, en tant qu'expert des questions électorales avec plus de 20 ans d'expérience, comment voyez-vous ce nouveau mandat de Donald Trump? D'abord, j'ai une trentaine d'années d'expérience dans ce domaine. C'est indiscutable et incontestable. Oui. Alors, maintenant, ce nouveau mandat, quand j'étais là-bas, j'étais le seul à poser la question aux experts analystes américains qui nous faisaient le débriefing de la politique internationale africaine. Comment elle sera maintenant? Mais aucun d'eux n'a pu répondre. Ils ont dit que Trump seul sait comment il fera sa politique internationale. Mais déjà, nous pouvons remarquer que pendant la campagne, il avait déjà promis l'intervention des États-Unis dans les guerres. Dans les guerres, et c'est quelque chose que Trump a promis d'arrêter. Et quand quelqu'un veut arrêter la guerre, moi je ne pense pas que la majorité soit contre. Donc tout ça est allé à son avantage. Parce qu'aujourd'hui, l'économie, le citoyen américain est touché par tout ce qui est investi. Quand il se rend compte que c'est son impôt qui sert à investir, à alimenter la guerre, et ils se disent, ah non. Et ça aussi a milité pour que même des démocrates votent pour Trump. Parce que tout est devenu cher, la vie est devenue chère, et beaucoup d'analystes l'ont déjà dit, la vie est devenue complètement plus chère. Moi, j'étais aux États-Unis en 2008 pour l'élection d'Obama, et l'hôtel que j'ai occupé, quand vous payez l'hôtel, c'est inclus le petit déjeuner. Mais cette fois-ci, vous payez l'hôtel et vous payez le petit déjeuner à part. Ah oui. Donc tout ça, c'est des choses qui frustrent. Et je pense que les citoyens, même les chauffeurs, le citoyen lambda, ils étaient touchés par la cherté de la vie. Et bon, Trump en a profité pour en faire un argument. Alors, les résultats qu'on a vus ont surpris, on va dire, beaucoup, puisque les sondages annonçaient un scrutin beaucoup plus serré donc, entre les deux candidats. Finalement, c'est un autre visage donc, que nous avons découvert au terme du vote. Comment vous l'expliquez? Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on se méfie des sondages. Parce que les sondages aussi, ça dépend de celui qui commande les sondages. Celui qui paye, peut donner des orientations. Donc, les sondages, oui, mais il faut les prendre avec pincette. Moi, depuis une semaine avant les élections aux États-Unis, des amis me demandaient alors la tendance. Je dis la tendance, si vous êtes aux États-Unis, la tendance est Trump, mais wait and see, on ne sait jamais. Donc, les résultats n'ont pas surpris les observateurs qui étaient sur le terrain parce que la tendance était claire, la cherté de la vie et les questions liées aux avortements et tout, beaucoup étaient contre. Donc, et ils ont voté pour Trump parce que lui, il a présenté des solutions.
Donc, alors, il y a les pays, on va dire tous les pays africains ont bien suivi ce processus électoral, y compris le Bénin, le Bénin qui justement prépare sa première expérience donc d'élection générale en 2026. Quelles leçons le Bénin justement peut tirer donc de cette élection américaine pour améliorer son système électoral? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la leçon c'est la rigueur et puis la transparence dans le processus pour mériter la confiance. Il faut que les électeurs surtout écoutent, parce que c'est une première expérience qui a un avantage pour le pays. L'avantage, c'est d'éviter de faire des élections chaque année. Et donc ça a un avantage de coût et de temps pour les élections, parce qu'en Afrique maintenant les électeurs sont fatigués d'aller aux élections tous les ans. Donc moi je pense que c'est un gros avantage. Maintenant il faut que ce soit bien organisé et que les institutions, que les électeurs aient confiance aux institutions, aient confiance au processus et se préparent vraiment. Aujourd'hui, il faut chercher à convaincre le peuple. Dès lors que le cadre légal est fixé, le futur candidat ou l'acteur politique doit chercher à trouver des arguments pour convaincre sa base afin de gagner les élections. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, et je pense que les Béninois, il faut que, c'est pas que les Béninois, l'électeur africain n'est plus novice avec les médias et tout est dans la rue maintenant, et toutes les informations sont dans la rue. Donc les gens n'ont qu'à user de toutes les possibilités qu'offrent les médias pour informer sur leur politique, surtout sur leur action, les actions qu'ils veulent mener, et pour améliorer la vie des Béninois. C'est tout ce qu'on attend. Si on ne peut pas faire mieux, il vaut mieux qu'on reste là où on est. Ah oui, c'est ce que nous on attend. Il faut que quelqu'un vienne, que quelqu'un nous dise quelles sont les solutions qu'il a de mieux pour notre bien-être. D'accord. Ah oui. Merci à vous, Excellence Francis Gabriel Oke. Vous venez d'observer le déroulement des élections présidentielles aux États-Unis. Vous avez été par ailleurs représentant permanent de la CEDEAO auprès de l'Union africaine et chef de la division assistance électorale de la CEDEAO, fonction que vous avez occupée pendant une vingtaine d'années. D'aucuns vous appellent d'ailleurs affectueusement Monsieur Élection. En tout cas, vous faites la fierté du Bénin avec vos expériences en matière de gouvernance électorale. On va dire bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va changer de sujet maintenant, d'inviter aussi après les élections américaines. On va parler d'un phénomène qui prend une importante dimension dans nos villes. Il s'agit de l'exercice illégal des professions d'architectes et d'urbanistes. Quelles conséquences cette pratique engendre-t-elle? Vous le saurez juste après cette courte pause. La preuve de l'expérience des connaisseurs refait son apparition en rénovation des gammes. La moto tant attendue est de retour au Bénin. Saneli Zopapa. Le numéro 1 des motos à 4 temps en Afrique et ailleurs depuis 2001. Saneli la légende, c'est le confort, la robustesse, la fiabilité, la performance et la dureté assurée avec ses pièces de rechange disponibles. Opter pour Saneli, c'est choisir le luxe et l'usage paisible de motos de déplacement. Saneli, c'est la mobilité en toute quiétude. La maison Saneli est située à Cotonou-Fifadi, à 50 mètres du marché et sur tout le territoire national. Contact plus 229 67 13 75 47 79 79 04. Saneli Zopapa. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier, le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Nouveau, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président Loko dit que sa main ne tremblera pas à agir.
Zéro signé Queen Fumi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il est dans avec Béo, oui, ouais, dans ton. Il y a aussi un village, Boa Kouton, sans tanga. C'est un phénomène qui devient récurrent sous nos cieux, exercice illégal et usurpation de titre d'architecte ou urbaniste. Quelles sont les causes et les conséquences de cette pratique frauduleuse? Nous en parlons ce dimanche sur le plateau du grand format avec le secrétaire au chargé des affaires juridiques de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin, monsieur Michel Rodrigue Sama. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Depuis quand ce phénomène est-il né? Est-ce que vous en avez connaissance? Je dirais oui, je dirais non en même temps, mais nous en avons connaissance parce que il a été très très accéléré, je dirais, ces derniers temps avec l'urbanisation de nos villes. L'urbanisation, j'allais dire entre griffes, un peu sauvage dans nos villes, et c'est parti des années 80. Voilà, années 80-90, c'est à partir de ce moment que nous avons remarqué une forte urbanisation, et surtout dans les grandes villes, Cotonou, Porto-Novo, Parakou, les villes ont commencé à s'étendre avec des extensions de lotissement, voilà, alors que le cadre juridique, le cadre institutionnel qui devait réglementer les constructions n'était pas encore en place. Voyez-vous? Donc, ça a favorisé l'émergence de cette catégorie de gens qui se sont illustrés en professionnels, bien que n'ayant pas les profils, la formation, n'ayant pas le pouvoir de le faire, mais c'est eux, c'est ceux-là qui étaient là sur le terrain et qui ont pu et qui ont commencé à exercer, puisqu'il n'y avait aucun cadre légal pour les contrôler. Et justement, donc, comment l'ordre a-t-il été alerté sur ce phénomène? De plusieurs manières, parce que ça a commencé comment? Et au niveau de l'ordre, il y a des plaintes qui ont commencé à naître et nous parvenir à plaintes pour des contrefaçons, pour des bâtiments non fonctionnels, pour des constructions qui ne respectent aucune norme, etc. Avec la mise en place donc de l'Ordre national des architectes et des différents textes de loi qui institutionnalisent le permis de construire au Bénin, voyez-vous, eh bien, à partir de là, tout acteur qui veut construire est obligé d'introduire un dossier, d'avoir une autorisation avant de passer à l'acte. Du coup, les dossiers ont commencé à parvenir au niveau de l'ordre et nous avons pu constater que, mais tiens, ça ne respecte aucune loi en matière de construction, et nous avons commencé à leur mettre la main dessus. Et puis, qui peut pratiquer ou exercer les professions d'architecte et d'urbaniste? Très bien. C'est des métiers très protégés, l'architecture et l'urbanisme. Donc, il faut d'abord avoir le diplôme pour être architecte ou pour être urbaniste, donc sortir d'une école spécialisée reconnue par l'État et faire donc un cursus de formation d'au moins 5 à 6 ans dans une école reconnue par l'État. Je répète parce que c'est très important. Il faut donc présenter un diplôme qui va faire le tour des directions d'équivalence de diplôme et tout pour que ce soit confirmé que vous êtes vraiment titulaire, détenteur d'un diplôme agréé. Ce n'est pas tout. À partir de là, ce diplôme vous donne le droit d'être stagiaire. Donc l'ordre vous place dans une structure qui professe déjà, et pendant 2 bonnes années, vous allez apprendre la pratique du métier. Ce que c'est, vous serez sur les chantiers, dans les bureaux, vous allez suivre votre maître de stage qui va vous montrer comment il faut travailler, comment il faut faire, quelles sont les règles à respecter, quel est le code d'éthique et de déontologie qui existe au sein de l'ordre que vous devez pratiquer et connaître. Au terme de votre stage, vous prêtez serment. Vous entrez dans la grande famille des architectes du Bénin.
Donc, à cet effet, on en a reçu un certain nombre très récemment. Et si vous voulez, on va en parler. Voilà. Maintenant, dans le cas de la profession elle-même, puisque vous m'avez dit qui peut professer. Est-ce qu'il faut être forcément inscrit à l'ordre pour... C'est de ça exactement je vais vous parler. Je vais vous dire, dès que vous avez prêté serment, vous avez maintenant le pouvoir de signature. Est-ce que c'est une façon de contrôler, on va dire de monopoliser le secteur, justement? Non, pas du tout. Il n'y a pas de monopole, mais contrôler, oui. C'est un secteur très réglementé, je l'ai dit tantôt. Donc, du coup, un contrôle, a priori, doit être. On doit savoir à qui nous donnons ce pouvoir pour éviter des accidents. Vous savez un peu justement, ce qui se passe. La population, comment peuvent-elles faire la différence entre le professionnel et ceux qui viennent vers elles, parce qu'elles ne vont pas forcément demander vos diplômes, vos attestations avant de vous donner je suis d'accord, je suis très d'accord avec vous. Le plus simple, c'était bien sûr de dire, vous êtes architecte, montrez-moi votre diplôme. Le plus simple. Il n'y a rien de vexant à ça, rien. Bon. Mais, on est souvent gêné. J'ai un spécialiste et je lui dis de montrer le diplôme. Non. Écoutez, il y a ce que nous appelons le tableau de l'ordre des architectes qui est mis à jour chaque année. Tableau sur lequel figurent tous les architectes. Un peu comme tous les autres ordres. Un peu comme les autres ordres. Les notaires, les avocats, etc., les pharmaciens. Il y a un tableau de l'ordre. Chacun de nous a un numéro. Et il est inscrit. Et ce tableau est mis à jour chaque année. Parce que si vous n'êtes pas à jour vis-à-vis non seulement de vos cotisations, etc., et si vous ne respectez pas les textes de l'ordre, eh bien on peut vous omettre de ce tableau. Donc, demandez à consulter le tableau. Ce tableau, voyez au niveau de l'ordre des architectes, je peux vous donner le numéro, si je peux y aller. Non, allez, on va continuer, on va donner le numéro après. Alors, ça veut dire que, est-ce que lorsque je veux commettre un architecte pour les travaux, je dois forcément venir peut-être au siège donc, de l'ordre pour regarder le tableau et voir celui à qui je vais donner le massier à toutes les autorisations possibles? Si je vous demande de bouger, de venir vers l'ordre, je n'ai pas le temps, ou bien vous êtes loin, vous êtes à Malanville, le siège de l'ordre est à Cotonou, est-ce qu'il faut faire le déplacement avant d'émettre ses idées? Mais vous pouvez juste appeler. D'accord. Maintenant, l'ordre aussi, ce tableau mis à jour, il est ventilé dans toutes les mairies, dans tous les services, dans tous les ministères. Voilà, nous transmettons. En termes de conséquences, quels sont, on va dire, les risques auxquels sont exposées les populations en sollicitant ceux qui n'ont pas le profil acquis? Ah, très bien. Ça, c'est une très bonne question et j'aimerais bien qu'on en parle avec les populations. Le risque est grand. Commençons par le risque sécuritaire. Imaginez-vous un peu un non-professionnel qui vous fait un bâtiment dans des conditions où le sol n'est pas bon, les risques sismiques sont là, etc. et tout, et votre bâtiment s'effondre. Voilà. Il y a des effondrements. Vous voyez de plus en plus, aujourd'hui, il y en a plein. Eh bien, non seulement ça peut engendrer des morts d'hommes, ceux qui sont dans l'immeuble, ça peut... Les voisins immédiats peuvent être impactés. Vous voyez un peu? Donc, c'est un très, très gros risque. Des risques financiers. C'est-à-dire, vous faites un investissement et puis, ça se retrouve à zéro. Parce qu'il y a tel problème ou tel autre problème, on ne peut pas vivre dedans. Vous voyez? Donc, ça aussi, c'est dangereux. Des risques esthétiques. Exemple, il n'est pas professionnel, il n'a pas le goût de l'art pour lequel des gens étudient pendant 7-10 ans, eh bien, il vous propose quelque chose qui, au finish, n'est pas attractif. C'est peut-être le moins 10 ans. Voilà, c'est peut-être, on a collé le moins 10 ans, comme vous dites, et puis on a un projet qui ne tient pas la route, qui n'est pas tellement ce que vous aurez souhaité, mais c'est déjà construit. Vous voyez, il y a un vice après patrimonial. Voyez-vous, imaginez un quartier dans lequel il n'y a que de vilaines maisons. Ce quartier va être stigmatisé systématiquement. Les gens ne voudront pas vivre dans ce quartier. Un quartier mal loti, où on a des petites voies, des sentiers, des dessertes, où pour circuler c'est tout un problème. Mais un quartier comme ça n'a aucun attrait pour les populations. On n'aimerait jamais vivre là. C'est parce qu'on est obligé, ou bien ça coûte moins cher de venir. Ça devient des ghettos. Voyez-vous? Donc, le risque de ne pas aller vers un spécialiste et en architecture et en urbanisme, il est énorme. Est-ce qu'il y a des dispositions légales qui punissent justement cette pratique? Oui, forcément. Il y a des dispositions légales, tranquilles, des dispositions administratives, il y a des dispositions civiles également qui sont là. Côté administratif, eh bien, ça va de la suspension de ceux-là
qui pratiquent, voilà, qui font cette pratique-là, jusqu'à l'annulation de l'autorisation de construire. Des dispositions civiles, on peut amener ceux-là qui ont usurpé le titre, et après il y a un sinistre, etc. On peut les amener à rembourser. Voilà. Donc là, c'est des dispositions civiles. Et des indemnisations et indemnités peuvent être perçues après. Parce que vous avez créé une situation très dangereuse. Les architectes qui sont impliqués dans ces jeux, et etc., également en souffrent. Il y a des dispositions qui sont là, et le code dans notre pays est très clair dessus. Vous usurpez un titre, on vous poursuit tranquillement, et vous êtes passif des amendes et des emprisonnements fermes. Voilà. D'accord. Au niveau de l'ordre, quelles sont les dispositions prises pour non seulement démasquer, dénoncer ces pratiques, mais aussi protéger les populations? Tout à fait. Pour démasquer, déjà avec le permis de construire que nous avons pu obtenir de grandes batailles, tout ça, et tous les dossiers passent par l'ordre. Donc il y a des commissions qui travaillent dans tous les départements, dans toutes les communes, pour valider les dossiers de permis. Donc nous sommes au courant des dossiers qui passent, donc nous pouvons savoir qui a respecté la loi, qui n'a pas respecté la loi. On peut savoir. À partir de là, eh bien, nos textes sont clairs et fermes dessus. Démasquer, c'est très facile pour nous. On saura qui a fait le plan, parce qu'en regardant le plan, je peux vous dire tout de suite, en deux clins d'œil, je peux vous dire ça, c'est pas fait par un professionnel. Parce qu'il y a des fautes tout de suite, là, ça se dégage. Là, ça, au moins, c'est normal. Vous voyez, en pensant camoufler, voilà. Deuxièmement, la signature que nous donnons à chaque spécialiste, eh bien, exiger que votre architecte signe votre projet. C'est très important, parce que c'est cette signature qui fait foi pour nous. Donc, du coup, les signatures de complaisance, elles sont très punies au niveau de l'ordre. D'accord. Et l'autre chose, c'est, on va dire, ce que vous faites pour rendre cette profession attractive, parce qu'on a l'impression que faire recours aux architectes, c'est un privilège. Donc, c'est pour ceux qui ont suffisamment de moyens, justement. Alors, comment faire pour rendre cette profession beaucoup plus accessible aux populations? Très bien, merci. C'est bien souvent le préjugé qu'on nous colle, nous les architectes. L'architecte est cher. C'est ceux qui ont les moyens qui vont vers les architectes, etc. Eh bien, chère population, je vous dirais, l'architecte, c'est votre ami. L'architecte, c'est celui à qui vous pouvez venir dire ce que vous voulez faire, c'est-à-dire parlez-lui de votre rêve et il va vous le concrétiser en réalité. Voyez-vous, faites-lui confiance et posez-lui tous vos problèmes. Et vous verrez que c'est celui-là qui vous trouvera les solutions les meilleures. C'est celui-là qui va concrétiser votre rêve. Il va le transformer en réalité rentable pour vous-même. Alors du coup, cher, pas cher, non, là n'est pas la question. Mais nous avons noté que les promoteurs n'ont pas souvent dans leur budget le budget des honoraires de l'architecte. Ils ont le budget de la construction, mais ils n'ont pas le budget pour payer les architectes. Donc, ils ne mettent même pas ça de façon prévisionnelle dans la tête. Donc, il peut payer son architecte à 200 francs pendant que le projet coûte plusieurs millions. Mais ces 200 francs, il va les libérer avec difficulté parce que dans sa tête, ce n'est pas encore... Voilà. Donc, les faussaires, les usurpateurs du titre et tout, ils en profitent. Donc, du coup, nous avons tout un travail à faire, surtout le travail de sensibilisation vis-à-vis des populations et le travail de rapprochement de ce métier-là avec les populations pour leur faire comprendre que nous ne sommes pas un métier en marge, mais nous sommes plutôt le métier le plus ami des populations, le plus proche des populations. C'est plutôt à nous qu'il faut faire confiance, plutôt qu'à des usurpateurs de titres. Dites-nous ce que vous voulez, nous allons vous accompagner. D'accord. Il y a eu des entrées au niveau de l'ordre oui. vendredi dernier. Qu'est-ce que cela représente, la prestation de serment? Voilà. Donc, vendredi dernier, nous avons reçu 10 nouveaux membres. Ce qui a porté, on était environ 230 et quelques, ce qui nous a porté à 246. C'est très important pour nous. Nous prenons
de l'ampleur, nous grandissons, nous devenons plus nombreux. 246, c'est pas beaucoup, pas du tout. Si on regarde la population du Bénin, si on voulait faire juste une arithmétique simple et facile, en tenant compte de la taille du ménage, mettons 5 à 7 personnes dans chaque ménage, si on divise 13 millions par 5, 7 et par la taille de ménage, je crois qu'un seul architecte au Bénin doit travailler pour près de 11 000 Béninois. 11 000 Béninois. J'espère que vous imaginez ce que ça veut dire. C'est colossal, sans compter les projets gouvernementaux, les projets de l'extérieur qui viennent, etc., etc. C'est colossal. Il y a beaucoup à faire. Donc les 10 qui viennent d'arriver vont travailler, vont venir renforcer ce qui était déjà là pour que nous soyons présents. Parce que le gros problème aujourd'hui, et c'est ça qui facilite ces usurpations de titres encore, c'est que nous ne sommes pas présents partout où on a besoin de nous. Imaginez le Bénin sur ces 77 communes. Imaginez. Donc, tous les architectes sont quasiment, en tout cas 90%, ancrés à Cotonou, dans les grandes villes, peut-être à Porto-Novo, quelques-uns à Parakou. C'est fini. Le reste du territoire béninois est quasi inoccupé. Eh bien, c'est la porte ouverte. Voilà, quelqu'un qui a mal en ville et qui veut faire son projet, et il ne viendra pas chercher un architecte à Cotonou, etc. Donc, il y a un vide qui est là. Voilà. Et parmi les solutions, nous réfléchissons. Est-ce qu'il y a eu des idées dans ce sens pour que l'octroi d'un agrément soit suivi d'un siège? Si vous avez un agrément, que vous travaillez à un endroit précis pour que progressivement nous puissions couvrir tout le territoire national, pour que la loi et la réglementation, les textes en matière de construction puissent être appliqués partout dans le Bénin étant un. D'accord, on va finir avec votre message à l'endroit des populations. Comment éviter le piège de solliciter ceux-là qui exercent la profession de façon illégale? Merci, monsieur le journaliste. Bien sûr, et c'est la grande question encore une fois. Ce piège, il est tellement bien préparé que vous risquez à tous les tournants de votre vie de tomber dedans. Parce que c'est comme ça. Eux, ils jouent, n'est-ce pas, sur les coûts, les délais, les si pour vous appâter, pour que vous puissiez courir vers eux. Donc, ce que je vais vous conseiller en tant que population, vérifiez la validité du diplôme de votre architecte. Assurez-vous que c'est un architecte, soit en consultant le tableau de l'ordre des architectes, soit en vous renseignant, en posant des questions. Et le numéro que je disais tout à l'heure, je vais le donner quand même au téléphone. On connaît le siège. Voilà, vous connaissez le siège qui est à Blanc-Gandan et tout. N'hésitez pas parce que vous êtes en train d'investir des fortunes dans vos bâtiments. Donc, ne vous laissez pas berner. Prenez le renseignement. C'est bien le 94, 98, 95, 95. Ça, c'est le numéro de l'ordre. D'accord. Bonne journée à vous, monsieur Michel Rodrigue Sama, secrétaire aux affaires juridiques de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous entamons ainsi la dernière partie du grand format avant de recevoir Stéphane Achinou Rosso par ici. On va marquer une pause pour suivre la revue de presse hebdomadaire de Asiongbo Kani Asiongbo. Et juste après, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec Stéphane qui est analyste politique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse hebdomadaire. La Nation rapportait que le chef de l'État a reçu le jeudi 14 novembre au Palais de la Marina les lettres de créance de 12 ambassadeurs accrédités au Bénin. Dès lors, ces nouveaux diplomates entrent pleinement dans leurs fonctions et prennent l'engagement d'œuvrer, chacun en ce qui le concerne, pour le renforcement de la coopération. Comme par hasard, l'agenda du jour s'est ouvert avec une femme diplomate, en l'occurrence Nadège Chouat, ambassadeur de France près le Bénin, et est bouclé par Sana Selin, ambassadeur de la Finlande près le Bénin. Entre ces deux personnalités, les nouveaux ambassadeurs de l'Union européenne, du Venezuela, de la Grèce, de l'Irlande, pour ne citer que ceux-là, ont défilé devant le chef de l'État. Chacun d'eux, conformément au protocole, a échangé avec le président de la République. L'actualité dans la semaine, c'est aussi l'interpellation de Louis-Philippe Hundéyon que le matinal a confirmé vendredi en indiquant qu'il a été placé
sous mandat de dépôt le jeudi 14 novembre 2024 à l'issue de sa présentation devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il est poursuivi pour incitation à la rébellion et harcèlement par le biais de moyens électroniques. L'ex-responsable des forces de sécurité est désormais détenu en prison en attendant son procès prévu pour le 16 décembre 2024. Fraternité de renchérit qu'après son audition devant le procureur de la Criette, le général Louis-Philippe Roulignon a été placé sous mandat de dépôt, poursuivi pour incitation à la rébellion et harcèlement par le biais de moyens électroniques. L'ancien DG sera jugé le 16 décembre prochain. Pour rappel, poursuivait le journal, l'ancien homme fort de la police, Souboni Yahi, a été interpellé dans sa résidence le mercredi 13 novembre en début de soirée. Depuis quelques semaines, dans les médias, l'homme porte son regard sur la gouvernance de la rupture, surtout au plan sécuritaire. Dans sa publication du jeudi, le pays émergent soulignait que le ministre d'État Romuald Waraigné a mis en lumière lors de la présentation du projet de loi des finances 2025, une série de mesures ambitieuses visant à transformer le paysage infrastructurel et environnemental du Bénin. En effet, ces annonces incluent des initiatives visant à améliorer les infrastructures routières ainsi qu'à renforcer la protection de l'environnement. Elles représentent ainsi une nouvelle étape significative dans le développement du pays. Avec le matinal, on lisait que Soka, dans la commune de Sinandé, a abrité le jeudi 14 novembre 2024 la cérémonie de lancement officiel de la commercialisation du coton graine campagne 2024-2025. La nation d'ajouter que le ministre Gaston Dossoui a salué les efforts des producteurs et des acteurs de la filière cotonnière, lesquels contribuent de manière significative à la croissance du secteur agricole au Bénin. Avec la détermination de chacun, nous visons les 669 000 tonnes cette saison, a-t-il annoncé. Il a ensuite invité les coopératives de producteurs et les transporteurs à veiller à la préservation de la qualité du coton à chaque étape de la chaîne de commercialisation. Le ministre a également évoqué les progrès réalisés dans la lutte contre les ravageurs et les conditions climatiques difficiles grâce à une meilleure organisation et à l'adoption des pratiques agricoles résilientes. Dans la semaine, Matin Libre rapportait que 2026 est si près mais si loin dans les actes. Pourtant, l'opposition politique ne devrait pas suivre le rythme que le chef de l'État a imposé à sa majorité. Pour une alternative au sommet de l'État en 2026, il faut se lever tôt. C'est ce qu'ont fini par comprendre les forces politiques de l'opposition en mettant sur pied le dimanche 10 novembre 2024 un creuset dénommé cadre de concertation de l'opposition. Justement pour fraternité, l'opposition lance l'offensive pour 2026. Plusieurs forces opposées au régime actuel se sont retrouvées en vue de s'unir pour gagner les batailles à venir. En effet, après plusieurs années de domination quasi totale de la mouvance présidentielle, les partis, les démocrates, Nouvelle Force Nationale, Grande Solidarité Républicaine, Mouvement populaire de libération et d'autres mouvements connexes ont pris cette initiative stratégique dans le but de changer la donne et de redéfinir le rapport de force. Depuis l'élection de Patrice Talon en 2016, le paysage politique béninois a été profondément bouleversé. La majorité présidentielle a mis en place des réformes institutionnelles et électorales. Du coup, la capacité de l'opposition à jouer pleinement son rôle sur la scène politique a été ébranlé. Cependant, ce cadre de concertation qui regroupe désormais plusieurs partis d'opposition marque un tournant stratégique. En titrant le cadre de concertation de l'opposition à l'épreuve des critiques, le matinal se demandait si ce creuset pourra tenir jusqu'en 2026. Ne connaîtra-t-il pas le même sort que d'autres alliances de l'opposition créées à la veille des élections? Autant d'interrogations qui font écrire au journal que le cadre de concertation de l'opposition est à l'épreuve des critiques. Eugène Zatassou de confier à Bénin Intelligent qu'il n'y a pas eu mise à l'écart. Éliminatoire CAN Maroc 2025, le Bénin et le Nigeria s'étaient séparés sur le score de 1-1. Si la déception des supporters béninois est forte, analysait Fraternité,
Elle l'est d'autant que les erreurs tactiques de Gernot Rohr se répètent lors de ces éliminatoires. En effet, le Bénin semble toujours perdre ses points de manière similaire. Un match bien mené, une avance à protéger et puis à la fin, une gestion défaillante du match qui offre la possibilité à l'adversaire de revenir. Le match contre le Nigeria ne fait pas exception à la règle, concluait le journal. Et toujours sport, et cette fois-ci la pétanque. Le pays émergent rapportait qu'une délégation de la Fédération ivoirienne de pétanque conduite par le président Binaté Mamadou était le samedi 9 novembre 2024 au siège de la Confédération africaine des sports pour l'objectif discuter avec le président El Hadj Idrissou Ibrahima et trouver des solutions en vue du dénouement de la crise qui secoue la pétanque ivoirienne depuis des années. Au menu de cette rencontre dite de vérité, des questions de curiosité et de compréhension pour comprendre véritablement l'interlocuteur ou les interlocuteurs en face. À en croire le confrère de la matinée, après avoir écouté religieusement les uns et les autres et recueilli les avis et points de vue de ses chargés de mission, le président de la CASB a tenu à éclaircir quelques clarifications sur les documents authentifiant la légitimité du bureau actuel de la FIP. Des diverses confrontations, il ressort que la FIP n'est pas reconnue par les autorités politiques et sportives ivoiriennes et même les instances internationales de pétanque. L'honorable Idrissou est allé jusqu'à leur lire la correspondance ministérielle qui leur retire l'agrément de l'État ivoirien, qui les informe que la FIP n'aura plus droit aux subventions de l'État et n'est plus autorisée à organiser des compétitions sur le sol ivoirien. Cette précision faite, le président de la CASB tient à écouter ses hôtes et surtout à rechercher ensemble une solution de sortie de crise. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, à Sion Mokani, à Siongbon pour cette revue de presse hebdomadaire. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres informations. En attendant, il est déjà installé Stéphane Achille Rossou. Bonjour. Bonjour Idrissou. Analyste politique, rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci d'être avec nous. Depuis ses prises de parole sur les sujets d'actualité, beaucoup avaient prédit son arrestation et ça n'a pas raté. Louis-Philippe Roundéon a été interpellé puis déposé donc en prison. C'était prévisible, non Stéphane? Oui, c'était bien prévisible dans la mesure où depuis que l'ancien directeur général de la police nationale a commencé par se prononcer de façon récurrente sur certains sujets de l'actualité, je m'étais déjà inquiété pour lui, parce que je me dis qu'il faut quand même être Louis-Philippe Roundéon pour avoir ce courage de prendre des positions aussi hargneuses contre le régime en place, vu qu'il y a quand même eu des antécédents qui le positionnent d'office comme opposant au régime. Et donc je m'étais inquiété et je n'ai pas compris la source de ce courage qu'il avait d'opiner sur un certain nombre de sujets. Et vu que c'est quand même Louis-Philippe Roundéon, c'est pas n'importe qui. C'est l'ancien commandant Red, voilà, ancien commissaire central de Cotonou, ancien directeur général de la police nationale. Il doit quand même avoir fait une thèse en criminologie, donc c'est quand même un cadre émérite de la police républicaine. Et donc je me disais que, et là je partage l'avis du porte-parole, quand on a apporté les couloirs de l'administration policière et qu'on a été au cœur d'un certain nombre de manœuvres, de conduite des affaires de l'administration à un certain niveau, il faut quand même avoir de la retenue par rapport à un certain nombre de choses. Maintenant, il a pris le risque de prendre des positions publiques. Ça lui a coûté ce
à peu près ce à quoi on s'attendait, et je pense que ce n'est pas bien pour tout le service qu'il a rendu pour la patrie, qu'il en finisse comme ça. C'est en fait ça qui écoeure et qui gêne un peu. Maintenant, si la justice a estimé que cette prise de position porte entorse, n'est-ce pas, donc aux lois de la République, je pense qu'il doit quand même en répondre. Nous sommes en démocratie, on est libre de nos opinions et on doit être quand même en mesure d'en répondre si on porte entorse à certaines lois de la République. Est-ce que la justice a raison ou tort de le prendre? Ça, on ne peut pas. Nous n'avons pas les qualités pour apprécier l'opportunité ou la justesse ou non des poursuites judiciaires. Toujours est-il que quand on prend le risque d'opiner publiquement sur certaines actions du gouvernement, on doit pouvoir en répondre si on tombe dans les mailles de la loi. Mais en somme, c'est que ce n'est pas une belle image. Ce n'est pas une belle image. Nous déplorons le fait qu'il aurait pu peut-être garder de la retenue, rester dans son coin, observer. Puisqu'il a été contraint à la retraite, bon, il se dit, il est libre. Oui, c'est vrai que d'un point de vue humain, on peut dire que il peut avoir des récriminations, des choses à reprocher. Mais compte tenu de son passé administratif, je pense qu'il doit quand même avoir de la retenue et savoir quoi dire. Parce que quand il sort et qu'il dit en public qu'il a par exemple été approché pour des coups d'État, etc., ça suffit peut-être pour la justice de s'auto-saisir, parce que quand même ça met en mal c'est pas le truc là, donc pour mieux comprendre qui l'a interpellé, à quel fait et pourquoi. Ça la seule suffit. Donc je crois que c'est quand même des affirmations suffisamment grave qu'on ne peut pas étaler sur la place publique comme ça. Est-ce qu'il a été un peu trop émotif? Est-ce que ses émotions n'ont pas pris le pas sur sa raison? Ça, c'est des questions qu'on se pose toujours. Est-il que pour toute l'admiration que certaines personnes ont pour en tout cas le policier qu'il a été, le cadre qu'il a été, ça fait mal. Ça fait mal de le voir aujourd'hui, dans cette posture. Mais on n'y peut rien. S'il est sous le coup de la loi, il va probablement en répondre. On sait très bien le rôle qu'il a joué quand il était en fonction, et surtout dans ce dossier de tentative d'empoisonnement. Donc il a joué un rôle clé dans cette affaire. Aujourd'hui, est-ce que c'est normal qu'il soit mis en quarantaine une fois le régime installé? Oui, absolument. D'une manière ou d'une autre, c'est prévisible. Quand il a été au cœur de tout ce qui s'est passé là, il se positionne comme oui, principale mise en cause. Voilà, donc il se positionnait déjà d'office comme l'opposant à Patrice Talon. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'on l'a écarté? Parce que jusque-là, il est resté, même si ce n'est pas qu'on l'a contraint à la retraite. Inactif, oui. Voilà, mais c'est normal, ce n'est pas propre au régime Patrice Talon. D'une manière ou d'une autre, quand vous ne partagez pas les mêmes points de vue qu'un régime, ou que vous avez été artisan en défaveur d'un président qui vient au pouvoir, c'est normal qu'il vous écarte de la gestion du pouvoir. Et donc quand on sait soi-même qu'on est déjà en danger, il vaut mieux jouer à la carte de la prudence. Et je trouve que c'est là peut-être qu'il a manqué de tact. Maintenant, comme les Ivoiriens le disent, chacun sait sur quel caillou il a mis son pied. Donc peut-être qu'il comptait sur quelque chose en faisant cette déclaration. Donc on va juste espérer que le processus poursuive son cours, et que vraiment si la justice doit le libérer, que la justice le libère, mais si il est reconnu coupable de certains faits. Bon. Et puis les charges retenues contre l'homme, c'est bien l'incitation à la rébellion. On parle de harcèlement par le biais de moyens électroniques. Ce sont des charges qui deviennent fréquentes dans les inculpations et tout. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, je trouve
principalement dans ce cas-là, que quand même les voies utilisées par l'ancien directeur général de la police nationale pour exprimer son opinion, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Et quand ça devient récurrent, ça devient du harcèlement. Ça devient du harcèlement. Ça devient du harcèlement. Donc, je trouve que la qualification... la qualification du délit est peut-être justifiée, mais jusque-là, il n'est pas encore condamné. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Donc, pour le moment, il n'est pas encore reconnu coupable de ces faits. Donc, la procédure va suivre son cours normalement, et puis à la fin, on verra bien si... Et puis son jeune frère qui a été également interpellé, également inspecteur de police, pour avoir commenté l'arrestation de son frère. Oui, je ne voudrais pas lui faire une leçon, mais je trouve qu'il a quand même été un peu émotif. Parce que son grand frère n'étant plus en fonction, on peut lui trouver une situation atténuante pour dire il a le droit de parler. Mais quand on est encore en fonction, et quand on est policier, il y a quand même, pour se prononcer comme ça, il y a quand même, je ne sais pas comment la hiérarchie policière fonctionne, mais il faut une autorisation, ce n'est pas parce que on peut déplorer le fait, mais s'enfermer peut-être dans un silence et observer la suite du processus avant de se prononcer. Donc je crois qu'il est peut-être allé trop vite. En besogne, en étalant peut-être ses émotions, il n'est pas content, etc. Donc je trouve que peut-être il a aussi là manqué de tact. Il aurait pu se taire, il aurait pu se taire et laisser évoluer la procédure jusqu'à la fin. Encore que il est encore en fonction. Donc je trouve que ce n'est pas une réaction opportune. Il aurait pu se taire et laisser évoluer la procédure. Et puis le procès donc est prévu pour le 16 décembre prochain, donc pour fixer Louis-Philippe Ndéon sur son sort. À quoi doit-on s'attendre? Bon, d'une manière ou d'une autre, les juges vont statuer et nous dire ce qu'il y a concrètement, ce dont ce dossier retourne. Mais c'est que si il a été d'abord auditionné, donc on va statuer sur le dossier et voir ce que ça va donner. Je ne sais pas concrètement ce à quoi ça va aboutir, mais ce serait vraiment dommage et malheureux si son séjour en prison devrait se proroger, et il va en tirer lui-même aussi toutes les conséquences que cela implique. D'accord, on va parler très rapidement de ce dossier. Il y a l'ONU qui demande la libération de Joël Aïvor. Quel écho donc pourrait-il avoir ici à Cotonou? Ce n'est pas pour la première fois que le groupe de travail demande la libération des détenus. Il avait fait avec Réki Amadougou. Cette fois-ci, on parle de Joël Aïvor. Quelle chance donc que cette demande prospère ici à Cotonou? Non, je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais je trouve que ça devient un peu comme ça devient un peu folklorique. Entre-temps, ils avaient déjà demandé la libération de Réki Amadougou. Ils ont estimé que c'était une détention arbitraire. Mais je crois que les institutions internationales, même si on peut avoir certaines proximités, etc., même si on doit défendre les libertés individuelles, dénoncer les déviances. Lorsqu'il y a une procédure judiciaire en cours, je pense qu'il faut laisser le processus suivre normalement son cours. On ne doit pas interférer. C'est-à-dire que si c'est contre les libertés individuelles, si c'est contre ce que la loi, la démocratie recommande, je trouve que ce n'est pas par ces voies-là. Encore que c'est un dossier judiciaire, juridique, mais en même temps c'est également un dossier politique. C'est également un dossier politique. Donc, si il faut faire des couloirs politiques pour trouver une solution à cette affaire-là, il faut faire les couloirs politiques, mais utiliser peut-être les institutions internationales, parce que d'une manière ou d'une autre, de façon globale, c'est que ça peut jeter du discrédit sur le pays.
Donc depuis un moment, donc le Bénin s'est montré respectueux donc des décisions donc des institutions internationales. Nous l'avons connu avec la crise donc au Niger. Le Bénin a respecté, on va dire à la lettre donc les décisions, les directives donc de la CEDEAO. Alors dans ce cas, que faire? Non, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Ici, nous sommes en présence d'un dossier qui est en instruction, qui continue, qui est devant la justice. Et donc, si les institutions internationales montent au créneau pour à chaque fois revenir à la charge, c'est comme si on était en train de mettre la pression sur la justice béninoise, où on était en train de vouloir faire en sorte d'orienter la décision de la justice béninoise. Ça là, ça pose un problème. La justice béninoise est une justice crédible, indépendante, qui sait faire ce qu'elle doit faire. Donc, venir dire à chaque fois que c'est une détention arbitraire, c'est quelque part ne pas faire confiance à la justice béninoise, c'est porter du discrédit sur la justice béninoise. Donc je trouve que c'est peut-être du harcèlement. D'accord. C'est peut-être du harcèlement. Il faut laisser le dossier suivre son cours. On est d'accord qu'on déplore le fait. C'est normal. C'est normal. Mais ce n'est pas la voie recommandée. Si c'est un dossier politique, utilisez les moyens de pression politique pour trouver une solution. D'accord. Pour trouver une solution. Mais faire en sorte qu'on ait l'impression que la justice béninoise n'est pas indépendante, n'est pas autonome, n'est pas assez responsable à chaque fois, je trouve que ce n'est pas vraiment... D'accord. On va finir avec vous, Stéphane. On va parler sport, Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Guépards, encore les Guépards demain à Tripoli pour cette ultime donc rencontre de qualification. Nous avons raté le ticket face au Nigeria la dernière fois. Oui. Qu'est-ce qui va se passer à Tripoli demain? C'est déplorable. C'est déplorable, comme j'ai l'habitude de dire. Et maintenant, ils nous mettent encore dans des calculs de dernière minute. Et donc, on va espérer que le Bénin, à tout prix, arrache la victoire à Tripoli, hein, et que le Nigeria batte le Rwanda. C'est à ces seules conditions là qu'on peut espérer notre qualification. Si ce n'est pas fait, ça va être vraiment dommage, et qu'on injecte assez d'argent dans ce sport là, et qu'au finish ça va être de la déception. Ce n'est pas souhaitable. Alors demain, que va-t-il se passer? Il faut forcément gagner donc la Libye pour espérer une qualification, pendant que le Nigeria donc sera face au Rwanda. C'est compliqué, non? C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Maintenant, si n'oubliez pas, c'est Tripoli. Si là-bas on joue sur leur psychologie, en les envoyant loin quelque part, comme on a fait subir cela aux Nigériens, ça peut jouer également sur leur mental, sur leur moral. Mais s'ils sont forts et qu'ils mettent la pression nécessaire, ils peuvent battre la Libye, et là on peut espérer. Mais s'ils ne font pas le tout, ils ne jouent pas le tout pour arracher la victoire, c'est que ça va être compliqué. On ne peut pas compter sur un match dans lequel on n'est pas impliqué pour espérer notre qualification. Ce serait responsable de leur part s'ils arrivaient à gagner la Libye. D'accord, on va finir, mais on va revenir très rapidement sur ce premier sujet, l'arrestation donc de Louis-Philippe Houndéa, l'homme donc qui était directeur au niveau du ministère de l'Intérieur, mais qui a fini par démissionner donc lui-même. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il est en opposition avec le pouvoir en place? Non, il n'est pas en opposition avec le pouvoir en place. Puisqu'il a été nommé donc par le pouvoir, il était directeur donc au niveau du ministère de l'Intérieur, mais a fini par démissionner de lui-même. Oui, s'il a démissionné, il a ses raisons. Il a ses raisons. Cela ne fait pas de lui. C'est pas parce que on décide de quitter un poste qu'on est d'office opposant à un régime. On est d'office opposant à un régime. Maintenant, c'est la suite des actions qui va démontrer s'il est opposant ou pas. Mais déjà, on ne peut pas le mettre dans un couloir parce qu'il a démissionné d'un poste. D'accord.
Stéphane Achille Rosso, analyste politique, rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision et journaliste sportif, donc par moment sur le plateau du grand format. Merci pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve dans quelques semaines. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes dans le dernier virage donc, de ce rendez-vous. Voici à présent notre artiste de la semaine qu'on va installer. Instant artiste de la semaine dans le grand format de ce dimanche. C'est le dernier rendez-vous avant de prendre congé de vous. Il est déjà installé. Zodeme, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour grand frère. Alors, comment vous vous portez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, Jérôme Chadari à l'état civil. Zodeme, oui. C'est quoi? En fait, Zodeme, c'est un nom qui a été donné par un grand-papa. Et un jour, j'étais parti à une réjouissance familiale. C'était à Ouida, parce que moi, je suis originaire de Ouida. Donc, arrivé au village, le vieux me demandait si toi, Zodeme, toi là, j'entends que à Cotonou, là, tu chantes très bien. Mais il faut chanter, je vais voir. Et j'ai chanté. Après cela, le vieux dit que vraiment, toi là, c'est Zodeme. Il y a de la lumière en toi. Ah oui. Oui, c'est à partir de ce jour que je suis devenu Zodeme. D'accord. Et puis votre histoire avec la musique remonte à 2001. Donc, oui, effectivement. Vous avez fait votre entrée dans ce cercle. Qu'est-ce qui a motivé votre entrée dans la musique? Bon, en fait, la musique en moi, c'est un héritage de ma famille maternelle. Parce que dans ma famille maternelle, il y a plein d'artistes, donc je l'ai hérité. Mais l'aventure a commencé en 2000, c'était avec un groupe de rap. C'était un groupe de chorégraphie qui, à la suite, est devenu un groupe de rap. CBS Star. D'accord. Et on a pu réaliser un album à l'époque. Et après le lancement de cet album, il y avait eu beaucoup de difficultés. D'abord, le groupe, qu'est-ce qui a favorisé la création donc, de ce groupe? De qui était-il constitué? Le groupe était constitué de 6 personnes à l'époque. Et moi, on m'a sollicité, c'est un ami de classe. Quand j'ai commencé la 6e, il y avait un ami qui un jour m'a dit: ah mon frère, moi j'ai des amis, ils étaient des chorégraphes, maintenant ils veulent chanter. Maintenant on a besoin de toi, est-ce que tu es partant? Et je lui ai dit oui. C'est comme ça, on s'est vu et l'aventure a commencé comme ça. D'accord. Et quelle était la vision donc, de ce groupe? La vision de ce groupe, c'est que bon, comme c'était un groupe de chorégraphie, à un moment donné, bon, ils se sont dit que bon, le temps passe, il faudrait qu'on rentre dans le showbiz même. C'est comme ça qu'on a commencé. Moi, j'étais le leader du groupe, je faisais les refrains et les autres
les toasts comme ça. Donc on a pu réaliser un album de 6 titres. C'est Vaudon? Oui, l'album Vaudon. Vaudon de 6 titres. Quels sont les différents titres de l'album? Il y avait beaucoup de... Il y a le respect, et la Java, la fiesta quoi. Et un peu de tout quand même. Et puis ce groupe a accompagné beaucoup d'artistes. Hein. Et vraiment d'artistes. H2O, Adamazed, Aïchak, plein. Et quel était le contrat avec ces artistes? Bon, dans le temps où... En ce moment, il n'y avait pas beaucoup de... C'était un peu difficile. C'est pas comme aujourd'hui où... vous êtes sur les réseaux sociaux. En ce temps, c'était vraiment difficile. C'est comme ça l'aventure. À un moment donné, le courant ne passait plus. On était obligé de... Chacun était obligé de se chercher. Alors en 2009, moi j'ai commencé ma carrière solo. Mais avant la carrière solo, Respect, c'est le deuxième album du groupe. Album constitué de 8 titres, donc sorti en 2005. Et oui, si 2005, je me rappelle très bien, 2005. Respect, pourquoi? Est-ce que vous demandez respect? Respect, c'est très important dans cette vie. Sans le respect, le respect est primordial. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de développer ce thème et ça porte encore le nom de l'album. D'accord. Après l'album, après Respect, les difficultés ont commencé et tout. Évidemment. Quelles étaient les raisons? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la femme? Bon, il y a l'argent, il y a aussi la femme, vous voyez. Et l'aventure a fini comme ça et chacun s'est cherché de son côté. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? En quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé? Vous-même, vous savez, l'argent et la femme, c'est un truc, quand vous ne faites pas beaucoup attention, ça va vous mettre en conflit avec votre partenaire. Donc c'est comme ça que ça a été. Mais on n'a pas pu se comprendre à l'époque. Est-ce que vous avez encore les nouvelles donc, des autres membres du groupe? Bon, quelques-uns, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont devenus douaniers, il y a les entrepreneurs. Je suis le seul à continuer avec la musique. Les autres, ils ont raccroché, ils ont entamé de... Quels souvenirs gardez-vous de ce groupe et des amis avec qui vous avez fait ce chemin? Vraiment, bon, il y en a avec qui je suis toujours en contact. Et ils sont là. Bon, je suis aussi motivé par quelques-uns dedans qui me disent toujours de continuer, mon frère. Je sais que tu as le talent, il faut continuer. Et puis depuis 2009, vous avez commencé votre carrière solo. C'est mieux que d'évoluer en groupe ou vous vous sentez beaucoup plus à l'aise maintenant? Vraiment, je me sens plus à l'aise. Seulement que, bon, quand moi aussi j'avais commencé, il y avait vraiment beaucoup de difficultés financièrement. Parce que le morceau, mon titre phare, Fais-nous, que j'ai réalisé en 2009, je n'ai pas pu faire la communication sur le morceau et après moi-même j'ai connu beaucoup de difficultés qui a fait que j'ai... Entre-temps, vous vous êtes porté disparu vraiment, et c'est à la rencontre du label Terrosine Production que le monsieur a jugé utile qu'on reprend encore le clip. Parce que le clip et le titre Fais-nous, dans le temps j'avais réalisé un clip, mais ça n'avait pas respecté les normes. C'était un clip qui c'était pas trop bien quoi. Parce que j'avais pas trop les moyens pour pouvoir faire un truc de potable. Donc à la rencontre de Terrosine Production, le monsieur a jugé utile qu'on refasse encore le clip parce qu'on a constaté que les gens aiment bien le morceau là, seulement qu'on ne connaît pas l'artiste. Donc c'est comme ça. Voilà, c'est l'artiste même. Ah oui, Zodéma qui est là devant vous. Donc c'est le 31 passé, on a lancé le clip officiellement. Le clip Fenza a été lancé le 31. Et puis vous évoluez, on va dire, dans les rythmes à la fois traditionnels et modernes. Pourquoi ce mélange? Ce mélange parce que moi-même, vous savez que je suis originaire de Ouida. Et quand on est originaire de Ouida, vous devez savoir avec moi que c'est Ouida, le rythme gangan, c'est notre chose. Moi aussi j'apprécie bien. Et j'ai comme mentor les amis comme ça. Donc c'est ça qui m'a inspiré. Je suis rentré par faire les rythmes traditionnels, et surtout le talking drum, le gangan. Donc c'est comme ça. Qu'est-ce que vous chantez souvent? Je chante presque les choses de la vie. Je chante l'amour, les déceptions, presque
tout ce qui peut toucher à l'homme. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que c'est votre entourage qui vous inspire ces sujets, votre vécu et tout? D'où est-ce que vous tirez vos inspirations? Souvent de mes vécus, de mon entourage, c'est ça. Alors aujourd'hui, avec la nouvelle collaboration du label Toronzi, donc production, comment ça se passe? Et bon, quand j'ai signé le contrat avec Toronzi Production, je suis d'abord entré en studio. J'ai réalisé d'autres morceaux. Maintenant, comme on a su que le morceau Fen, les gens aiment bien ça. Et ils ne me connaissent pas, c'est pourquoi le label a décidé qu'on fasse la promo de ce titre avant qu'on ne commence pas à lancer d'autres morceaux. Donc c'est maintenant que la communication a commencé, j'ai lancé le clip et on est en train de prévoir dans quelques semaines, on va encore lancer d'autres morceaux que j'ai réalisés sous le label Toronzi Production. D'accord. On va, avec la complicité justement donc de la régie, on va sur une petite séquence donc du morceau Fais-nous et puis on va revenir pour expliquer le contenu, donc le message que vous passez à travers ce morceau. Sans problème. Fais-nous morceau signé Zodémé, donc notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors Fais-nous c'est quoi? Fais-nous au fait c'est un morceau, c'est un morceau de reconnaissance à Dieu. De m'avoir permis de continuer à vivre parce qu'à un moment j'ai connu vraiment beaucoup de difficultés qui a failli me coûter la vie. Donc c'est après toutes ces péripéties j'ai jugé utile de reconnaître à Dieu la faveur qu'il m'a donnée et puis je continue de vivre. En ce sens, j'ai pu réaliser le morceau Fais-nous. C'est une reconnaissance à Dieu. D'accord. Oui. Alors après Fais-nous, quels sont les autres projets que vous avez? J'ai beaucoup de projets en cours. Il y en a d'autres que j'ai déjà réalisés, il y en a d'autres qui sont encore au studio. Et je continue de travailler. D'accord. Il n'y a rien au programme. Nous sommes en période de fête de fin d'année. Rien au programme. Les concerts. Oui, il y a des choses au programme, seulement qu'il n'y a pas encore des dates qui sont retenues. Mais d'ici à là, vous aurez encore de mes nouvelles. D'accord. Zodémé, on peut chanter, on peut chanter quelque chose. Oui. On y va. Je peux reprendre la Fais-nous bien, sortir carrément de ça. Oui, on va sortir puisqu'on a déjà écouté Fais-nous, on va changer de registre. Allez-y. Ovimano tayonu non vira si okwe odi eko kawa di me vivo yolo diplôme lero pa gege eko kawa zo debo wa o fongbede nondo sona geze wo kan gbe mi gbe subo jobo didado mende adagbe na mo dagbe mende wa yanyan na mo yanyan omi no ho gbere bron le ho kude Michominde to beto anawande do bayeme beto ayenomo anawande do bayeme beto jayenomo. Zodémé en direct sur le plateau du grand format, c'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. Merci à vous aussi. Et on va dire bonne chance à vous. Et pour contacter l'artiste, je voudrais... Il n'y a pas de numéro. Bon, on va peut-être vous contacter après, donc pour donner le numéro.
Bonne journée à vous, mesdames et messieurs. C'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 17 novembre 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Idini, c'est à Kétou. Merci de votre fidélité au programme de Calan 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Merci.